Bon, l'idée, c'est de parler de nouvelle antiracisme populaire. Alors, tout de suite, ce que je voudrais dire, c'est que on sait le caractère, j'allais dire, un peu ambigu du terme. Parce que nouvel antiracisme populaire signifierait que c'est nouveau. Bien évidemment, ce n'est pas nouveau. Il y a des caractérisations populaires de l'antiracisme qui remontent à loin. Par exemple, la marche pour l'égalité en 83 est une marche évidemment massive de caractère antiraciste. On sait également que on ne nous a pas attendu, je dirais que on ne nous a pas attendu, c'est les associations, les collectifs citoyens, pour dans les quartiers travailler depuis longtemps sur cette question et cette thématique. Et de la même manière, par exemple, je me souviens moi très bien d'une date qui m'a fait impression, qui était en février 2017 à Bobigny, où il y a eu un rassemblement qui était massif au moment de l'affaire Théo, c'est-à-dire contre l'agression policière sur le jeune Théo, où se sont retrouvés à Bobigny, enfin moi en tout cas j'ai été assez stupéfait, des milliers de personnes, pour le coup, qui dépassaient simplement, j'allais dire, les milieux militants ou les milieux collectifs habituellement mobilisés sur la question de l'antiracisme. Mais on a tenu quand même à la question nouveau, parce que cette année, s'est passé quand même quelque chose. C'est qu'il y a eu deux manifestations, qui par leur ampleur, sur des thématiques antiracistes, ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes, voire 100 000 personnes. Donc à partir de là, effectivement, tout d'un coup, il y a quelque chose de populaire et de massif qui fait qu'on peut parler d'un phénomène non pas nouveau sur le fond, mais en tout cas qui dépasse les franges habituellement mobilisées sur cette question. Donc ces deux manifestations, c'est le 10 novembre, la marche contre l'islamophobie à laquelle nous avons appelé à nous mobiliser, et à partir du 5 juin, les différents rassemblements, mobilisations appelés notamment, pas que par le comité Adama sur la question des violences policières, qui de nouveau ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Donc on est parti de cette question et on souhaitait un petit peu l'aborder. Alors, la première chose que je voudrais dire pour aussi parler des quelques thématiques qui reviendront très certainement dans le débat, c'est que c'est pas nouveau. Je veux dire que on n'a pas attendu 2017 pour qu'il y ait des thématiques qui fassent ou des événements qui fassent réagir de manière massive les gens dans la rue. La question des violences policières, par exemple, ça date depuis très longtemps, ça fait très longtemps que les gens des quartiers connaissent la question des violences policières à caractéristiques racistes. Bon, on le sait sur, par exemple, les statistiques qui sont sorties sur la question du contrôle au faciès, qui empire d'année en année. Les études dans les années 2000, c'était que vous aviez 8 à 7 fois plus de risques d'être contrôlé si vous étiez racisé ou pas. Aujourd'hui, et c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de tout bon, c'est-à-dire de la question... merci, défenseur des droits, merci. Qui le dit, c'est 20 fois aujourd'hui le risque qui est pris, c'est-à-dire qui découle lui-même, Jacques Toubon, qu'il en arrive à parler de discrimination systémique dans la police, notamment en fonction justement de ces contrôles au faciès. Bon, la question des violences policières continue à se développer, mais elle n'est pas nouvelle. Par contre, je crois que qu'est-ce qui est nouveau et qui fait que la société l'appréhende cette fois-ci de manière plus massive, c'est que depuis les Gilets jaunes, depuis, j'allais dire, la montée de l'autoritarisme pour imposer un système libéral, austéritaire, etc., à des franges de la population qui d'habitude n'avaient pas eu à le vivre, eh bien, tout d'un coup, ça devient une réalité plus évidente aux yeux de tout le monde, qui fait qu'effectivement, des jeunes des quartiers qui dénoncent les violences policières trouvent des échos dans une partie de la population qu'ils ne trouvaient pas jusqu'alors, parce que cette partie de la population ne subissait pas les tirs de flashball, ne subissait pas les violences qu'on a connues. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose, j'allais dire, qui accompagne le dérive autoritaire du régime et de notre système. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des thèmes qui grattent dans cette question et qu'on va aborder. Par exemple, un thème, je le jette comme ça, l'intersectionnalité. Pour moi, l'intersexualité, j'allais dire que c'est devenu quelque chose de évident et totalement évident. Pourquoi ? Parce que déterminer qu'il y a des populations qui, du fait de subir plusieurs discriminations, eh bien, sont à l'intersection de plusieurs discriminations est quelque chose d'évident. Et c'est pas quelque chose de nouveau, là non plus. Quand, en substance, Engels expliquait que la femme était le prolétaire du prolétaire, c'est pas taper la phrase, mais ça veut dire ça, il y avait bien une reconnaissance que la seule discrimination sociale, la seule caractéristique sociale ne pouvait pas, à elle seule,
à un moment donné, expliquer les discriminations que vous subissiez. Et le problème, c'est que si on les nie, évidemment, un mouvement d'émancipation comme le nôtre ne peut pas y faire face. Si nous nions au nom, j'allais dire, de l'idée de faire peuple, au nom de l'idée de ramener à la question sociale, la seule question de discrimination, eh bien, nous ne serons pas capables, j'allais dire, d'être aussi la force qui appuie et qui est reconnue comme pouvant appuyer toutes les mobilisations contre les différentes formes de discrimination. Surtout qu'en plus de ça, elle renvoie souvent à la question sociale. Quand, par exemple, les récentes luttes les plus frappantes, celles qui ont gagné, sont à l'origine celles, par exemple, de femmes de ménage de l'hôtel Ibis qui vivent la discrimination sociale, la discrimination de couleur de peau, le viol, la discrimination sexiste, etc., vous vous rendez bien compte que cette question de l'intersexualité, on le voit aussi par exemple chez toutes celles qui sont mobilisées sur la question d'Honnête, eh bien, est évidemment aussi quelque chose qui nous aide, une clé qui nous aide pour un mouvement qui se reconnaît de la révolution citoyenne. Autre thème que je lancerai rapidement, on y reviendra, c'est le fait qu'on se retrouve un peu confronté, moi je pense par exemple à Marianne, une de Marianne il y a peu de temps, à des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs, j'allais dire, forcément racistes et avoués en tant que tels, qui ont quand même des choses un peu paradoxales. Par exemple, une de Marianne qui était les obsédés de la race. Et on s'apercevait qu'en réalité, au nom du fait que la question de la race n'est scientifiquement plus reconnue, et c'est vrai, et c'est tant mieux, on en venait à nier à ceux qui étaient victimes du racisme le fait de pouvoir le dire et de pouvoir le combattre, parce que là aussi, justement, ils renvoyaient à l'idée d'une société qui ne correspondait pas tout à fait à l'universalisme à laquelle, pour ma part, j'aspire, à laquelle beaucoup d'entre nous aspirons, mais qui, tant qu'il est théorique, eh bien, ne peut pas, justement, nier la question du racisme concret. Autre exemple, et je terminerai là, c'est le fait aussi de pouvoir dire et de pouvoir assumer que le racisme n'est pas la xénophobie. La xénophobie, c'est la peur des autres. C'est à un moment donné le fait d'être confronté, j'allais dire, à la peur d'une autre communauté, d'une autre type de personne. Le racisme a des fondements sociaux caractéristiques. C'est le fait d'avoir établi une hiérarchie entre races pour permettre à la bourgeoisie, parce qu'elle n'était pas encore la bourgeoisie, c'était la proto-bourgeoisie, mais qui a été le développement du proto-capitalisme au XVIIe siècle, de justifier l'esclavage et de justifier l'accumulation primitive de richesses telles qu'elle a donné naissance au capitalisme. Il a bien fallu, pour réduire à la servitude des populations entières, eh bien, établir une hiérarchie des races, et c'est exactement le même processus qui a été fait pour la question coloniale, où au nom de pouvoir exploiter des populations de manière inique, eh bien, on a déterminé une hiérarchie des races qui pouvait à certains moments s'appuyer sur la question religieuse qui rebondit actuellement. Voilà, je crois que tout ça, c'est des thématiques absolument, à mon avis, essentielles et qui doivent nous servir, non pas, j'allais dire, pour se battre la coupe, mais pour permettre justement de savoir ce que nous combattons, avec qui nous combattons, et d'aller jusqu'au plus profond des racines de ce combat antiraciste. Bonjour à tous et toutes. Daniel Obono, député de Paris, membre du groupe de la France Insoumise. Je vais co-animer avec Eric ce débat. Pour commencer, on va laisser la parole à nos intervenants et intervenantes que nous remercions d'avoir accepté notre invitation pour échanger, pour débattre, discuter, s'opposer parfois sur des désaccords, mais toujours, je crois, j'espère, dans une attitude constructive et bienveillante, parce que c'est avant tout l'objectif de ces amphis d'été où nous sommes des militants pour la plupart insoumis, insoumises, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas de la France insoumise, il y a des personnes que nous invitons, y compris parce qu'elles et ils ne sont pas de la France insoumise, mais dont nous pensons que leur point de vue, leur approche peut nous aider et nous pouvons échanger mutuellement et apprendre mutuellement les uns les unes des autres pour ce qui est en définitive des combats communs où nous nous retrouvons souvent, même si nous y arrivons de différentes manières. Je vais donc présenter rapidement les intervenants et qui vont se passer la parole. Ensuite, on aura une première série d'échanges avec vous tous et toutes, des réponses ou des approfondissements de la part des intervenants et intervenantes. Une deuxième série, on espère qu'on aura le temps de faire une deuxième série avant des conclusions qui n'en seront pas, bien sûr, mais qui permettront de marquer en tout cas les échanges que nous avons. Donc nous commencerons par entendre Diangou Traoré,
qui est une militante impliquée dans les quartiers populaires, en particulier dans le quartier des Francs-Moisins en région parisienne. Je laisserai à Diangou se présenter plus précisément. Ensuite, elle donnera la parole à Taha Bouaf, journaliste aux médias Là-bas si j'y suis. Ensuite, nous proposons d'entendre Geneviève Garrigos, qui est ex-présidente d'Amnesty International et ex-membre de la Commission nationale consultative des droits humains. Ce sera ensuite la parole à Arié Halimi, qui est avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, nous entendrons Maboula Soumaoro, qui est universitaire, présidente de l'association Black History Month, et qui, comme les autres, nous feront part de leur expérience politique et militante. Chacun et chacune a environ 5 minutes, et ensuite on aura le temps d'approfondir les propos liminaires par les débats. Donc pour commencer, Diangou, je te laisse la parole après avoir désinfecté. Bonjour à tous, je vais me représenter pour ceux qui étaient là tout à l'heure et ceux qui n'étaient pas là. Donc je m'appelle Diangou Traoré, je suis née au Francs-Moisins, c'est-à-dire un quartier à Saint-Denis qui fait plus de 10 000 habitants, 10% de la ville de Saint-Denis, et j'y suis toujours. Déjà là, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On ne serait pas là s'il n'y aurait pas le racisme. Le racisme existe vraiment. Je dirais même que la France a un vrai problème de reconnaissance, un vrai problème avec le mot racisme. On ne ferait pas l'antiracisme s'il n'y en aurait pas, en fait. C'est simple. Hier, je faisais les colis alimentaires. J'étais avec des jeunes ados. Je parlais de ça avec Manon dans la voiture. Et à l'antenne jeunesse des Francs-Moisins, je faisais mes colis alimentaires et puis je leur ai dit tout simplement qu'est-ce que vous pensez de l'antiracisme. Ces petits ados m'ont répondu de l'antiracisme, mais en gros j'étais perdue. L'antiracisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lutte contre le racisme. J'ai dit oui. Et puis j'ai dit qu'est-ce que vous pensez aussi de SOS racisme, touche pas à mon pote. Quand j'ai dit touche pas à mon pote, ma fille de 17 ans me répond qui touche pas à qui? Qui est qui dans cette affaire? Déjà rien que le slogan touche pas à mon pote, les enfants qui sont nés en 2000, ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est ce slogan? Donc moi qui est né en 80, j'ai gobé ce slogan. Mais ma fille qui est née en 2000, elle se pose des questions. Ça veut dire quoi? Touche pas à mon pote. Qui l'a écrit? Qui touche pas? Qui est qui? Des questions, on s'en pose énormément. L'association Francs-Moisins Citoyennes, dont je suis fondateur, nous on l'a invité un jour, il n'y a pas longtemps, à Assa Traoré. On s'est dit on va l'inviter en plein milieu du quartier. On va faire un débat citoyen. On a demandé l'autorisation à la ville nous a refusé l'autorisation directe. Ils ont eu peur. Ils se sont dit oh là là, elle va venir à ça, elle va réveiller tout le quartier. Faut surtout pas. En plus surtout qu'il y a beaucoup de mamans qui étaient dans la société honnête, qui se trouvent dans notre quartier. Donc faut surtout pas. Ils nous ont pas donné l'autorisation, c'est pas grave. On a fait une demande à la préfecture, elle est quand même venue. La lutte qu'à ça mène, c'est un réveil citoyen, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un vrai slogan derrière et il y a un vrai réveil citoyen. Il y a du racisme. À ça, ce qu'elle fait, les débats qu'elle fait, c'est des luttes anti-racisme. Même le débat citoyen que j'ai fait, le débat réveil citoyen que j'ai fait en plein milieu du quartier, est une sorte de lutte anti-racisme. On lutte pour les classes populaires, on lutte pour les classes sociales. C'est important que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème, qu'on a chacun une identité. Cette identité-là, il faut l'accepter. Il ne faut pas qu'elle soit reniée. Et maintenant, il y a une autre forme de racisme qui apparaît, qui est encore plus violent, c'est dans les réseaux sociaux. Maintenant, la personne qui déteste, on va dire la personne qui est raciste tout d'un coup, elle ne va pas le dire en face, elle va se déchaîner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est encore plus lâche, vous vous rendez compte? Les gens se lâchent sur les réseaux sociaux gratuitement. On perd notre confiance en soi. Tout ça à cause de quoi? Du racisme. Le mot racisme même vient de loin, vient de très très loin. Même quand on remonte le temps de l'esclavage, quand on remonte loin,
les catégories de classe, comme disait M. Cottrell, il y a catégories de classe. Il faut qu'à un moment donné, il faut que tout ça, ça cesse, quoi. On est tous des humains. Il faut une égalité pour la population, l'égalité, fraternité. Il faut une république, il faut que tout le monde soit uni, en fait. Donc il faut lutter, toujours lutter, et faire, je pense, une auto-organisation pour lutter contre tout ce qui est l'antiracisme. Et lutter contre le racisme, tout simplement. Franchement, je vous dis la vérité, je suis tellement émue et tellement choquée d'autant de monde, parce que je me dis, mais mince, pourquoi on lutte contre l'antiracisme? Ça ne devrait pas exister. Le racisme ne devrait pas exister. Le racisme ne devrait pas exister. Et on se retrouve tous là en train de parler de l'antiracisme. Vous vous rendez compte? On est en 2020. Et en 2020, des jeunes de 16 ans posent la question. Des slogans, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Des gens qui vont sur Paris, ils se font... Les violences policières, tout le monde se fait... Les violences policières ont été découvertes au niveau des gilets jaunes. Les gilets jaunes, tout le monde a découvert ce que c'était les flashballs. Or que nous, on l'avait découvert déjà dans les années 80. Même avant l'existence, ils ont testé déjà dans les quartiers populaires. Vous vous rendez compte? Rien à dire. Hein. Tellement... Ça, c'est quelque chose qui me touche, parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que moi, j'habite dans un quartier où c'est très difficile. Moi, en bas de mon quartier, parfois, je suis juste par la fenêtre en train de regarder le paysage. C'est la BAC qui vient armée, qui ouvre la voiture armée, qui désarme, qui te tire dessus, quoi. Parce que c'est normal. Le jeu du chat à la souris. Le jeu du on se cache. Le jeu du cache-cache, ça ne devrait pas exister. On est tous des humains, on devrait tous s'aimer à la base. Bonjour, merci de l'invitation. Je m'appelle Tahabouaf, je suis journaliste, je bosse sur les questions, sur les conflits sociaux, donc autant sur des manifestations, des piquets de grève que sur les violences policières, les révoltes urbaines dans les quartiers populaires, et je bosse beaucoup sur la question du racisme. Je voudrais commencer mon propos parce qu'on entend souvent ici et là, dans les débats à gauche, que la question de l'antiracisme serait une question secondaire, que ce serait une question de second plan, une question sociétale, et que finalement lutter contre le capitalisme, ça suffirait à effacer toutes les autres formes de domination. Je tiens à dire que la question du racisme, c'est avant tout une question sociale. Ça se traduit par des conséquences concrètes sur la vie des gens, c'est-à-dire un manque d'accès à la santé, à l'éducation, des discriminations au logement, des discriminations à l'embauche, et on se rend compte qu'on est racisé, qu'on est victime du racisme quand on rencontre ces discriminations-là et ces difficultés-là concrètes et sociales. Moi, je me suis rendu compte que le racisme existait pas dans les grandes théories et dans les grands bouquins, mais concrètement, dans ma vie, quand on m'a dit, à un moment donné, quand j'avais 16 ans, eh bien, toi, tu vas aller en bac pro électrotechnique et tu vas faire électricien. Alors, je voulais pas faire électricien. Et on m'a dit, bah si, tu vas aller en bac pro électrotechnique. Et je me suis retrouvé dans une classe avec 30 gamins de mon quartier. Il n'y avait pas un seul qui aurait été électricien. Et on s'est retrouvé sorti du système scolaire, comme ça, à 18 ans, et à devoir trouver du boulot à 18 piges. Et voilà, la seule chose qu'on nous propose, c'est de bosser le mercredi après-midi en centre aéré pour 40 balles la journée. Et les seuls gens qu'on rencontre dans la rue, ce sont les policiers de la BAC qui nous insultent, qui nous frappent. Quand on allume notre télé, on est des racailles, des islamistes. Donc voilà, c'est ça le racisme, c'est que c'est un mur dans ta vie qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te construire en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, qui t'empêche de te projeter. Et c'est ça le racisme, c'est pas juste une vue de l'esprit. Le racisme, on le rencontre très concrètement. Donc, et puis en plus, la lutte contre le racisme et la lutte des classes, ça porte des revendications qui sont quasiment identiques. C'est une revendication d'égalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Arabes et les Noirs dans ce pays, ils ne demandent pas à être traités différemment des autres. Ils demandent à être traités de la même façon. Pas mieux, pas moins, à égalité. Et donc, c'était juste pour revenir là-dessus, c'est une question sociale. Et d'ailleurs, on ne peut pas combattre le capitalisme si on ne combat pas le racisme et vice-versa.
Le sujet du coup de cette conférence, c'est antiracisme populaire. Ça veut dire qu'il y a un antiracisme populaire, effectivement, on va en parler, et un antiracisme qui n'est pas populaire, c'est un antiracisme du haut. C'est ce qu'on appelle l'antiracisme moral. C'est quelque chose qui consiste dans un universalisme théorique de dire, il n'y a pas de couleur et il suffirait qu'on écrive dans la loi que la loi est la même pour chacun et chacune et qu'elle s'applique de la même façon pour tous, pour que ce soit vrai. Eh bien non, toutes ces associations qui sont subventionnées, créées par l'État, ou même que ce soit des missions interministérielles, comme la DILCRA, comme des associations que je ne citerai pas, qui n'existent quasiment plus dans le champ politique, sont des associations qui ont vidé de sa substance politique, le combat antiraciste, en le réduisant à une question morale, c'est-à-dire il y a les racistes qui sont des gens pas gentils et les gens qui sont pas racistes qui sont des gens gentils. Et puis il n'y a pas de couleur, black, blanc, beurre, touche pas à mon pote, comme disait Django. Non, l'antiracisme populaire, c'est un antiracisme qui part du concret, c'est-à-dire l'acte raciste lui-même. Et cet antiracisme-là, effectivement, il existe depuis les années 50-60, depuis qu'il y a eu cette émergence du racisme envers les grandes immigrations d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, et qui a été récupéré notamment vers les années 80 par SOS Racisme, la politique des grands frères, le clientélisme, etc., qui ont vidé de la substance politique les revendications d'organisations politiques comme le mouvement de l'immigration et des banlieues, comme le mouvement des travailleurs arabes, comme des organisations qui portaient des revendications très concrètes sur la double peine, sur le vote des étrangers, sur l'accès à la santé, sur l'accès au travail. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toute une génération de militants et de militantes qui, comme le comité Adamas, en est le parfait exemple, qui, du local, du cas concret de la victime du racisme, monte justement vers le haut pour porter des revendications en disant à l'État, il faut rendre des comptes. Et l'antiracisme ne peut être que populaire puisque toutes ces associations, les partis politiques, les dirigeants du pays ne peuvent pas mener un antiracisme efficace et opérant puisque, par définition, ils ne remettent pas en cause le racisme qui est produit lui-même par l'État. Le racisme qui est produit par l'État, c'est la présence policière, c'est le manque de moyens dans les services publics, dans les quartiers populaires, et ça vient de quelque part. Ça c'est pas créé ex nihilo, ça vient des colonies. Et la décolonisation, elle a emporté avec elle son lot d'inégalités, de discrimination. C'est documenté. Il y a par exemple Mathieu Rigousse qui est un sociologue qui écrit sur les méthodes policières pendant la guerre d'Algérie qui ont été importées directement dans les quartiers populaires et notamment en Seine-Saint-Denis, d'où la création de la BAC, etc. Donc on ne peut pas avoir un antiracisme efficace, qui marche, qui fonctionne, il doit obligatoirement partir du bas pour aller vers le haut, pour interpeller l'État, puisque c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et prendre des mesures concrètes contre le racisme, puisque c'est une question avant tout sociale. Voilà. Oui, bonjour et merci beaucoup à Daniel et Eric pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je dois dire que la première question que je me suis posée quand Daniel m'a invitée, je me suis dit que vais-je faire moi, Blanche, finalement, dans ce débat. Parce que la question, c'est... Je me posais la question par rapport à moi, pas par rapport à Eric. Déjà, il faut que je me gère moi-même, c'est pas toujours facile. Et la question, et si je pose la question, effectivement, c'est vrai que si on retombe sur Marianne et les organisations dont on a parlé ici, ils ne se posent pas la question dans ces termes-là. Comme le disait Daniel, moi j'ai été présidente d'Amnesty International, j'ai travaillé sur les questions de racisme et discrimination dans le monde entier, et notamment en Amérique latine, aux États-Unis. Donc j'ai suivi toute la montée du mouvement aussi Black Lives Matter, etc. J'ai été membre de la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui chaque année sort le rapport sur le racisme en France. Bon, et j'ai dû quitter la CNCDH puisque je viens d'être élue conseillère de Paris, mais je travaille beaucoup encore sur ces questions-là. Et c'est vrai que en fait, souvent, quand on travaille
sur les droits humains, quand on est militant, on a des activités, on a l'antiracisme, l'antisexisme, on a la question des migrants, la question des violences policières, comme si tout était déconnecté. Et moi, je suis une grande militante féministe aussi, et ma grande claque est venue le jour où j'ai lu l'opuscule, parce que c'est quelques pages de Baldwin sur « Je ne suis pas votre nègre ». Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, ce que j'ai compris, c'est que la construction du sexisme, c'était exactement la même que la construction du racisme. Et que, en fait, tout ce que l'on retrouve dans l'un, on le retrouve dans l'autre. Les violences, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est victime de violences sexuelles ou qu'il soit victime de violences policières? On criminalise, c'est-à-dire qu'on met en doute la parole, on va soit l'accuser finalement de s'être habillé n'importe comment, soit d'avoir commis un délit, soit c'est-à-dire mettre en doute. Mais vous prenez tout le déroulé, c'est exactement le même. Et ça va jusqu'au nombre d'agressions, au nombre de violences, au nombre de violations, au nombre d'assassinats, et en bout de chaîne, le nombre de dossiers qui vont réellement aboutir à la justice et le nombre de condamnations. Et on retrouve à chaque fois, c'est les mêmes choses. Et à tel point que quand vous regardez aujourd'hui les mouvements sociaux qu'il y a, que ce soit sur les combats de femmes ou sur les combats justement contre le racisme, eh bien, on a actuellement les mêmes mobilisations, on a également la même réaction des pouvoirs en face et la même opposition. Et si je dis cela, c'est parce que, effectivement, moi je suis une femme blanche, je ne peux pas le cacher, hein, ça se voit. Et je me souviens très bien, un jour nous parlions des violences obstétricales. On avait une conférence, on avait sorti tout un rapport justement sur les violences obstétricales en expliquant ce que ressentaient les femmes lorsqu'elles ont un toucher vaginal, lorsqu'elles sont examinées par un gynécologue, etc. Et là, au bout d'un moment, il y a un gynécologue qui se lève dans la salle et qui dit « Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de nous traiter de violeurs, vous vous rendez compte combien c'est violent pour nous ?» Et là, moi qui animais cette table ronde, ma première réaction c'est « Mais est-ce qu'il se rend compte, lui, de la violence que c'est pour toutes ces personnes qui chaque jour, lui, voient et qui le subissent pour certaines comme une violence, comme un viol ?» Mais c'était lui, c'était sa parole de dominant par rapport au dominé, c'est-à-dire qu'on osait lui reprocher quelque chose. Et quand on regarde aujourd'hui, quand on a vu le mouvement MeToo, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu, et il y a eu des tribunes, etc. Et c'était, mais comment on nous accuse, nous, d'être violeurs, alors qu'on ne fait qu'encenser finalement ces femmes, on ne fait que les courtiser, etc. C'est la galanterie à la française et tout. On dit, non, mais nous, on ne le perçoit pas comme ça. Et c'est nous, quand même, qui ne le percevons pas. Et au niveau du racisme, c'est exactement la même chose, là encore. Parce que comment on ose traiter les Français de racistes? C'est la question qui se pose. Et derrière cette question, on occulte tout et on ne va pas au fond des choses. Comment on déconstruit cette culture qui nous a été impliquée? Et moi, plus que, compte tenu de mon âge, je veux dire, les films, etc., c'était vraiment, c'est vraiment une culture qui est profondément ancrée. Comment on s'en défait? Comment on la déconstruit? Comment on s'en débarrasse pour que justement on puisse lutter réellement contre le racisme? Parce que ce que dit le rapport de la CNCDH de cette année, c'est que ce qu'il y a de plus violent dans le racisme, et notamment le racisme vis-à-vis des personnes noires, c'est que ce sont des petites remarques, des petites réflexions qui infériorisent en permanence. Et c'est très paradoxal parce que au niveau quand on regarde l'indice de tolérance des différentes catégories en fait de population, on s'aperçoit que les personnes noires et les juifs, sur une échelle de 100, c'est 79% de tolérance. Par contre, les Roms sont les derniers à 36. Donc là, on voit les Roms, de toute façon, c'est les rebuts de la société. Hein. Et par contre, les Noirs, ce qu'ils ont, c'est que c'est un des niveaux de discrimination les plus élevés, que ce soit à l'emploi, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement, etc. Parce qu'il y a justement cette infériorisation qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on les aime bien, ils sont sympathiques, mais bon, ils sont inférieurs. Et ça, il faut lutter contre ça très fortement. Et je pense qu'il faut que je laisse la parole, mais bon, j'aurais plein de choses encore à vous dire si on a le temps. Mais je voudrais juste finir sur justement ce que nous dit Baldwin. Baldwin nous dit que
pourquoi nous avons eu besoin de construire l'image du noir, pourquoi on a besoin de créer le noir, pourquoi on ne l'a pas considéré comme un homme en part entière. Eric a apporté une partie de la réponse, c'est la même chose pour les femmes, pourquoi on a fait de nous des femmes et pas des êtres humains à part entière. Et je pense que les combats, l'intersectionnalité est très très importante et les combats on doit les mener de pair. Merci beaucoup. Merci bien. Ariel Halimi, je suis avocat au barreau de Paris et militant également, notamment contre le racisme, mais également contre les violences policières. Et je devrais dire que c'est un petit peu à cause des violences policières que j'ai découvert qu'il y avait du racisme qui n'était pas qu'inter-individuel, qui n'était pas contre des personnes, qui n'était pas que théorique, qui n'était pas que dans les discours, que ça n'était pas qu'une vue de l'esprit, mais qu'il pouvait y avoir un racisme qui venait du haut, c'est-à-dire un racisme institutionnel. Parce que quand on arrive à la fac de droit, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a eu un jour une déclaration des droits de l'homme, puis une déclaration universelle des droits de l'homme, et que ces déclarations, du fait de leur caractère finalement déclaratif et performatif, eh bien, ça permettrait d'en finir avec le racisme institutionnel, avec le racisme d'État qui a existé, qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a existé en Afrique du Sud, qui existe encore dans certains pays. On se dit que le simple fait de faire une déclaration des droits de l'homme, il n'y a plus de racisme possible qui viendrait du haut, qui viendrait de l'État en France. C'est ce qu'on apprend, en tout cas. Et puis, on se rend compte qu'on n'apprend pas tout à la fac de droit, et on se rend compte qu'en 2015, en tant qu'avocat, lorsqu'on défend des personnes qui sont assignées à résidence, qui sont perquisitionnées administrativement, qu'on commence à lire les raisons pour lesquelles ils sont assignés à résidence ou perquisitionnés, qu'on commence à lire les mémoires du ministère de l'Intérieur devant un juge administratif, et qu'on commence à lire une véritable doctrine qui fait le lien entre l'islam, la pratique de l'islam, et la radicalisation, concept hautement non scientifique créé de pure souche pour stigmatiser finalement des personnes à raison de leur confession ou de leur pratique confessionnelle. Et puis le terrorisme, nouvelle continuité. On se rend compte que dans l'État, il peut y avoir aussi des pratiques racistes qui visent des personnes à raison notamment de leur confession. On se dit que ça peut être une dérive ponctuelle, historique, au moment de l'état d'urgence. Sauf qu'on se rend compte également que dans une autre pratique, celle des violences policières, qui sont, comme vous pouvez le constater, soit de plus en plus nombreuses, soit de plus en plus visibles, il y a également une démarche qui a un caractère raciste, que ceux qui sont, souvent les violences policières sont commises au moment des contrôles d'identité. On se rend compte que les contrôles d'identité eh bien, sont souvent réalisés au faciès, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère raciste, que la police, de manière assez générale, contrôle plus facilement des personnes qui sont noires, arabes, issues de l'immigration. Et on a même une concrétisation de ces contrôles faciès, donc de ces contrôles racistes, lorsque l'État est condamné devant la Cour de cassation après un travail important fait par des associations, par des avocats, qui a montré, en tout cas sur un panel d'une douzaine de personnes, qui a montré qu'effectivement il y avait un caractère raciste dans les contrôles faciels. Et on se rend compte également dans les violences policières qui sont souvent commises au moment des contrôles parce qu'il se passe mal, parce que souvent des personnes sont souvent trop contrôlées, peut-être 3 à 4 fois par jour, en bas de leurs immeubles, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont issus de l'immigration, qu'à un moment donné, il y a une confrontation qui se fait entre les services de police et ces personnes qui sont trop contrôlées parce que noirs ou arabes. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des violences policières qui sont commises et que souvent, ça aboutit à des conséquences dramatiques pour ces personnes, que souvent, il y a des personnes qui meurent de plus en plus. On se rend compte même, quand on s'engage dans ce combat, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les décennies qui sont passées, mais dont on n'a jamais entendu parler. Ce sont tous les comités vérité et justice qui ont été créés depuis les années 60, depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme, que tout ce tout ce combat contre le racisme dit populaire, parce que c'est un combat qui vient du bas, comme le disait très bien Taha tout à l'heure, a été invisibilisé par un antiracisme qui a été instrumentalisé par le politique, qui a omis de considérer qu'il pouvait y avoir un racisme
institutionnel, systémique. Je ne parlerai pas de racisme d'État, même si j'aurais pas trop de difficultés à en parler, mais ça crée beaucoup de polémiques. Parce que pour moi, les mots, eh bien finalement, on porte la définition que l'on souhaite sur les mots. Certains considèrent que le racisme d'État n'existe que dès lors qu'il y a des lois qui visent spécifiquement des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance confessionnelle ou de leur couleur de peau. Je considère que on peut parler de racisme d'État dès lors qu'il y a un caractère pratique et un racisme institutionnalisé, dès lors que ça a exactement les mêmes conséquences. Donc j'ai pas de difficulté à parler de racisme d'État, je l'ai dit et je l'ai déjà écrit. Effectivement, il y a un racisme d'État. C'est un racisme qui malheureusement gangrène les institutions, qui gangrène la population, qui est un rapport de domination, qui est aujourd'hui même un outil de gouvernement, au même titre que les violences policières, qui se cumulent avec les violences policières. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien aujourd'hui, pour finir, on a des personnes, des journalistes, des avocats, des mouvements politiques, des familles qui se sont rencontrés de manière totalement empirique sur ce combat pour faire renaître finalement le racisme, l'antiracisme populaire. Et c'est à cela qu'on s'attelle aujourd'hui. Bonjour. Merci. Bonjour. Je suis très capricieuse. Avant de commencer, je tiens à remercier Éric Coquerel et Daniel Obono pour la tenue de cette table ronde dont on reconnaît l'importance, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des... Est-ce que je peux enlever mon masque? Ça me saoule. Je le remettrai après, désolée. Donc voilà, la nécessité d'avoir ces conversations publiques sur ces questions qui deviennent de plus en plus pressantes. Et avant de commencer, quelques remarques, puisque je vais répéter des choses qui ont déjà été mentionnées par les personnes qui se sont exprimées auparavant. Je voudrais dire publiquement que, évidemment, enfin, c'est Daniel Obono qui m'a invité, et évidemment, je ne refuse rien à Daniel Obono. Je viens en solidarité, je viens en grande sororité. Je serai toujours là, Daniel, pour tes combats. Évidemment, c'est une sororité sur la base du genre. C'est aussi une sororité sur la base raciale. Daniel Obono est une femme noire dans l'espace public et aujourd'hui en France, en 2020, ça compte énormément. Donc je n'ai aucune crainte, aucune peur de déclarer publiquement que oui, sur la base de son identité noire, évidemment sur la base de sa politique, parce que je ne suis pas en train de parler à Sibeth Ndiaye ou à d'autres personnes, évidemment. Mais on se connaît depuis avant LFI et on se soutient, donc... Voilà, quand Daniel me convoque, eh ben je viens. Donc, quelques points par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai envie de commencer par ce qui est apparu comme une sorte de résurgence ou un renouveau des mobilisations antiracistes en France hexagonale. Et j'insiste sur le terme hexagonal, puisqu'il faut qu'on se souvienne que la France ne se limite pas à l'hexagone. On n'a pas arrêté de parler depuis tout à l'heure, et vraiment, c'était, on avait raison de le faire, de parler de la dichotomie, de la division du fossé entre les quartiers populaires et les quartiers moins populaires, ou les quartiers carrément bourgeois, les grandes villes et les petites villes. Enfin, on pourrait jouer sur ces divisions, mais n'oublions pas que la France se déploie à travers le monde. Et donc, ce qui se passe d'inacceptable dans les quartiers populaires, on a pris l'exemple, je veux dire, le plus évident et très facile des violences policières, devrait nous rappeler ce qui se passe dans les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Et là, en termes de violence, et en termes de violence policière, en termes de pauvreté, en termes d'échecs scolaires, en termes de taux d'incarcération, c'est pire que les quartiers populaires. Et l'une des caractéristiques de ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, c'est justement ce qui nous renvoie à l'histoire coloniale qui implique et qui inclut l'histoire esclavagiste de la France. C'est là la fabrication de la race. C'est là la fabrication de la race. Donc évidemment aujourd'hui, il y a des territoires qui sont devenus indépendants, d'une certaine façon, en tout cas qui ne font plus partie du giron de la France, mais dans d'autres territoires qui sont devenus des départements depuis au moins 1946, je parle de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, on parle de territoires qui ont en leur sein une grande proportion de, on va dire, de personnes non blanches,
qui sont venus en France hexagonale à partir des années 60, notamment par une politique d'État gérée par un organisme qui s'appelait le Bumidum, et qui ne sont absolument pas des étrangers. D'accord? Donc s'ils ne sont pas des étrangers, qu'ils ne sont pas blancs, et en majorité ils sont noirs, avec plein d'identités créolisées, mais là on n'a pas le temps de rentrer dans la technique, si ces personnes qui sont venues de ces territoires qu'on appelle d'outre-mer depuis les années 60, qui sont citoyens français depuis 1848, c'est-à-dire la date de la deuxième abolition de l'esclavage en France, si ces personnes sont des Français, pourquoi ces Français peuvent être victimes de racisme et de discrimination? C'est ça la question. Et en ça, ce qui a été dit tout à l'heure en introduction par Éric Coquerel prend tout son sens. La xénophobie, c'est pas le racisme. La xénophobie, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'étranger. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la question de la citoyenneté française. C'est la question de la citoyenneté française, puisque l'exemple que je viens de donner avec les personnes issues des territoires d'outre-mer nous renvoie vers des personnes qui sont françaises depuis 1848, mais dont les corps parlent dans l'espace public, ce qui fait que quand on les voit dans l'espace public, on ne sait pas si c'est des Français ou c'est des étrangers. Donc on n'est pas en train de parler d'un statut de citoyen, on est en train de parler du corps et de la couleur du corps et des perceptions que nous avons de ces corps. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être noir? Qu'est-ce que ça veut dire d'être blanc? Qu'est-ce que ça veut dire d'être perçu comme, arabe? Qu'est-ce que ça veut dire d'être perçu comme musulman? Qu'est-ce que ça veut dire d'être perçu comme rom? C'est ça les questions, ou comme asiatique. Donc je pense que aujourd'hui, en 2020, il est vraiment juste question d'appeler un chat, d'arrêter de tourner autour du pot et de traiter à fond de ces questions de racisme, qu'il soit institutionnel, systémique, d'État, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire encore, enfin tous ces gros mots qui font peur, en utilisant un outil d'analyse très précieux et très pratique qui s'appelle l'intersectionnalité, parce que l'intersectionnalité c'est pas une lutte, c'est juste un outil d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois, je sais pas moi, noir et arabe et homosexuel et pauvre et femme, enfin tout ce que vous voulez, on peut être un être humain. L'antiracisme, ça peut aussi être la tentative de recouvrer une humanité pleine et entière. C'est ça. Ce que fait le racisme, et c'est l'un des points qu'on discute le moins souvent à mes yeux, c'est la négation, c'est l'effacement et c'est la simplification à l'extrême. Vous êtes noir, vous êtes juste noir. Ce que vous voulez dans la vie, vos rêves, vos aspirations, votre classe sociale, votre genre, votre orientation sexuelle, votre validisme ou non-validisme, enfin tout ça, ça ne compte plus parce que vous êtes juste noir. Et on peut très bien faire le même parallèle, c'est ce qui a été fait tout à l'heure pour la question du sexisme. Si vous êtes une femme, vous êtes juste une femme. Ce que vous voulez dans la vie, vos aspirations, vos rêves, vos demandes d'égalité salariale, c'est effacé parce que vous êtes reconnu comme femme. On pourrait parler des identités trans, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme trans ou une femme trans? Mais je trouve qu'en France, quand on parle de la question du sexisme pour parler de la question raciale, alors que les deux s'imbriquent, on part souvent du postulat qu'une femme, c'est une femme blanche en vérité. Et ça, c'est un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce réveil autour des questions raciales, c'est-à-dire l'islamophobie, puisqu'on utilise l'islamophobie pour parler des Arabes en France. Moi, je suis une femme noire, je suis musulmane, Soumoro, c'est un nom musulman. Toutes les personnes qui connaissent les cultures d'Afrique savent que Soumoro, c'est musulman. Mais comme je suis une femme noire, que je ne suis pas voilée, que je suis une très mauvaise musulmane de toute façon, mais je le suis quand même, je ne suis jamais perçue comme femme musulmane. On ne peut pas être noir et musulman. Donc en vérité, quand on parle d'islam dans l'espace public, on parle des Arabes et ceux qu'on perçoit comme Arabes. On peut être arabe et non musulman aussi. Donc en fait, voilà, je voulais en tout cas insister sur ces perceptions simplistes. La question du sexisme pour comprendre la question raciale, la question du sexisme approché de cette façon efface la complexité des identités. Et les femmes blanches, les féministes blanches ou les féministes qui se déterminent ou qui se pensent comme universalistes, il faudrait vraiment qu'elles s'intéressent aussi, qu'elles s'interrogent sur la question de la blanchité. C'est un autre mot qui fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être blanc? S'il y a des noirs, si on n'a pas peur de dire noir, même si on a peur, on dit black. En tout cas, on peut le dire. S'il y a des blacks, s'il y a des arabes, s'il y a des asiatiques, s'il y a des roms, il y a des blancs. Il y a des blancs, c'est tout. Et l'un des privilèges de la blanchité, c'est l'invisibilité.
C'est ça, le privilège le plus grand. Et c'est des choses, je sais que parfois, elles peuvent être difficiles à appréhender. Il y a énormément de recherches et de littérature sur la question, mais le privilège le plus grand, c'est celui de représenter la norme, de ne pas avoir à se penser, de ne pas avoir à se définir, de ne pas avoir à se reconnaître. Et ça, c'est un confort. Le confort, c'est pas seulement oh, je gagne plus d'argent. Non, je ne gagne pas plus d'argent parce que je suis blanc, ou non, je vis dans des quartiers populaires. C'est pas ça la question. Donc, je pense que ce qui m'intéresse en venant ici, en ayant répondu à cette invitation, c'est vraiment de pouvoir converser ensemble, de pouvoir réfléchir et surtout d'accepter pour les personnes qui sont le moins directement concernées, c'est-à-dire que même si ces personnes sont concernées puisqu'elles bénéficient indirectement d'un système, qu'elles le veuillent ou non, elles en bénéficient. S'il y a le racisme, comment dire, il est subi, il est aussi perpétré. Donc il faut se demander qui est à l'origine et quelles sont les actions qui sont faites et qui mènent à des mécanismes racistes. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'explorer la volonté pour donc la France insoumise aujourd'hui, pour la gauche en général, mais moi je trouve que c'est son seul salut si elle veut s'en sortir. Il va falloir s'interroger sur la notion de confort. Et il va falloir vraiment, pour les personnes qui sont le plus à l'aise dans cette société, il va falloir interroger ce confort et le prix de ce confort. Et seulement une fois qu'on se sera profondément interrogé sur ce confort à tout prix qui bénéficie à certains et qui coûte à d'autres, ben là on pourra vraiment avancer et avancer dans l'égalité. Si on n'avance pas à pas, c'est-à-dire segment par segment, section par section, catégorie par catégorie, il y aura toujours quelqu'un qui aura un problème. Et s'il y a quelqu'un ou un groupe, une communauté qui a un problème, la France aura un problème. Puisque ce qu'a fait Assa Traoré, puisque c'est d'elle dont on a parlé récemment au mois de juin, même si on se souvient, évidemment on peut remonter à la date de 1983 et cette marche contre le racisme et pour l'égalité qu'on a renommée la marche des beurs, vous vous rendez compte? On l'a renommée la marche des beurs. Des personnes issues de l'immigration, on se demande combien de temps dure cette immigration. Peut-on être immigré sur 2 générations? Non, les parents sont venus, les personnes qui sont nées ici ou qui sont venues ici très jeunes ne sont plus des immigrés. Donc on va parler des 2e génération, 3e génération, 4e génération, 5e, jusqu'à quand? Et en fait, quand on parle d'immigration, en vérité on parle de race. On n'est pas en train de parler, on n'est plus en train de parler de l'immigration portugaise en France. C'est pas de ça dont on parle, qui est la communauté la plus importante en termes d'immigration en France. Donc quand on parle d'immigration, quand on parle de religion et en l'occurrence l'islam, c'est comme ça qu'on parle de race, toujours en faisant un pas de côté en France, en ne disant pas les choses correctement. Donc si on pense à la marche de 1983, cette première marche antiraciste en France hexagonale, et qu'on peut remonter à tous les collectifs qui ont été nommés par l'avocat, excuse-moi, j'ai oublié, Ariel, pardon, tous les collectifs qui se sont mobilisés autour de la question des violences policières, urgence, notre police assassine, Vivolé de Ramata Dieng, collectif Aliziri, enfin on en a plein. En tout cas, ce qu'a fait, comment dire, Assa Traoré en juin 2020, c'est qu'elle a enterré SOS Racisme, c'est tout. Elle a enterré SOS Racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste pour finir, aujourd'hui c'est elle qui arrive à mobiliser les gens et c'est elle qui arrive à attirer autant de personnes dans l'espace public pour parler et débattre de ces questions. Voilà. Donc Assa Traoré, Ramata Dieng, Amal Bentounsi et tant d'autres parlent pour eux-mêmes. Et on n'est plus dans « touche pas à mon pote ». Il n'y a pas de quelqu'un qui est gentil et qui a un problème et qui a un pote. Donc ça veut dire que s'il n'est pas gentil, il n'a pas de pote, donc il aura des problèmes. Voilà. Maintenant, elles parlent pour elles-mêmes. Les personnes parlent pour elles-mêmes et c'est bienvenu et il était grand temps. Excusez-moi.